Bonjour, bonjour. Hop, capture d'audio. Non, c'est pas ça. Bonsoir. Voilà. Oh, le son est un peu fort. J'essaie de streamer plus qu'Elias. Je le rattraperai jamais, hein. Je le rattraperai jamais. Ça y est, il part loin devant. Il part sans nous. Vous savez ce que c'est, hein. Vous avez vu? Le chat, normalement, il est réparé. Il est réparé, le chat. Il y a quelqu'un ici dans le chat qui m'a aidé à balancer des commandes parce qu'il était sur le chat pendant que je faisais le test. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bon, maintenant ça marche. Ah là là, Elias. À l'époque où il était encore Elias Fusroda, hein. À l'époque où il avait encore la tête sur les épaules et qu'il n'avait pas rencontré les grandes instances dirigeantes du gauchisme de France, hein. À cette époque-là, il était encore humble, tout jeune, et maintenant, il vole vers d'autres horizons, hein. Ça, vous le savez tous, hein. Il est parti, on ne le retiendra plus. Il va percer. Ah là là. Maintenant, il nous donne plus l'heure. Ah ça. Vous savez ce que c'est, hein. Vous aimez bien le nouveau look un peu plus... Un peu plus quoi? Un peu plus rien du tout. C'est pas encore fini, hein. C'est encore en cours d'adaptation. Putain, j'ai vu Shikiru, là. Ça tombe bien, hein. Ça tombe bien. De quoi traite ton live? Vous savez quoi, en ce moment, là, j'ai repris les médicaments. On était dans les médicaments au même moment l'année dernière. Je crois que... On va peut-être parler un peu de santé mentale, en vrai, hein. En fait, l'année dernière... En fait, ça fait un an que j'ai pris la sauce. Là, si vous vous souvenez, ça fait à peu près un an. Ça fait un an surtout que j'étais déjà sous traitement anxiolytique pour, euh, pour incapacité sévère d'être un être humain, globalement, à cause de l'anxiété. Et, euh, et du coup, j'étais fort sous anxio, et fort sous anxio, c'est comme quand on est bourré, on dit des fois des trucs qu'on ne dirait pas si on ne les avait pas pris. Et, euh, et l'année d'avant, j'allais déjà pas très bien durant cette même période. Et là, en ce moment, ça va pas. Alors, ça va pas. Ce qui est surprenant, c'est que moi, je me sens bien dans ma tête. Je me sens bien. Je me sens pas particulièrement dépassé. Un peu par le travail. En vrai, si, je me suis un peu dépassé par le travail. Et je me sens pas particulièrement au bout du rouleau. Je me sens pas particulièrement envahi de pensées intrusives. Mais j'ai pas mal de manifestations depuis maintenant une semaine d'anxiété. Des grosses manifestations, des moments où d'un coup, j'arrête de respirer, je me mets à paniquer et tout. Et dans ces moments-là, en fait, ce qui est le pire, c'est merci d'Ariel Gougou. Vous avez vu, normalement, le chat, il devient jaune quand il y a un sub. T'as vu? Waouh, t'as vu ça? Ça, c'est... Merci, Lia. Merci, le vibe coding. Euh, Et donc, du coup, j'ai pas fini encore le système des alertes et tout. Ça manque de bruit et tout, machin. Et du coup, ça, déjà 2 ans avant, ça n'allait pas, bref, peu importe. Et en fait, ce qui est perturbant dans ces moments-là où t'as des grosses montées d'anxiété et tu sais pas trop. Et t'as l'impression que t'es pas au bout du rouleau, c'est que tu comprends pas d'où ça vient. Ça te prend, mais tu comprends pas. Et comme tu comprends pas d'où ça vient, tu te dis, bah, c'est pas de l'anxiété.
parce que si c'était l'anxiété, maintenant je me connais, je saurais d'où ça vient. Sauf que si c'est de l'anxiété, très probablement, très certainement, et donc il y a ce truc qu'il faut pas rentrer dans la boucle de te dire, en fait, c'est sûr, j'ai une tumeur au cerveau, c'est sûr, j'ai un problème cardiaque indécelable, puisque ça, c'est les boucles dans lesquelles je rentre d'habitude. Et ça, c'est des boucles dont on met des mois à ressortir. Je mets chaque fois, voilà. Donc, donc, il y a quelqu'un qui en parle. Donc, je bois du Oli. Non, pas du tout. Là, je bois du Oli parce que j'ai besoin de. En fait, le problème, c'est que les médicaments, ça endort. Et comme les médicaments, ça endort, euh, ça me rend particulièrement improductif. Et comme ça me rend improductif, ça me rend anxieux. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir finir le travail à temps. Voilà. Donc, je prends de la caféine en plus. Ce qui est absolument contre-indiqué, puisque la caféine te fait des manifestations d'anxiété. Et au bout d'un moment, dimanche, j'ai dormi 17 heures. Je peux pas dormir 17 heures par jour. Au bout d'un moment, j'ai des trucs à faire. J'ai des vrais trucs à faire. Alors, j'ai quand même réussi à écrire une vidéo, hein, entre-temps. J'ai quand même réussi à avancer sur pas mal de choses. Et là, récemment, il y a pas mal de trucs qui m'ont quand même emmerdé. J'ai dû changer d'ordi. En compteur, ça prend... c'est beaucoup de temps. Et c'est dur. C'est dur parce qu'il y a, je dirais que quand même 80% de la charge de travail de l'événement, c'est moi qui la porte et je peux pas en porter autant, très honnêtement. Euh, Il y a l'apprentissage du finnois avec Duolingo qui se passe pas très bien parce que Duolingo m'a fait faire changer de professeur plusieurs fois et tout, donc c'est un peu chiant. Euh, Il y a le fait que ben, les finances, c'est compliqué. Moi, la situation internationale m'affecte énormément. Euh, D'ailleurs, je suis désolé, je vais faire un peu de wataboutisme. Il y a 2 ans, on était beaucoup à être très affectés par ce qui se passe à Gaza. Et on est quand même beaucoup moins à être affecté par ce qui se passe en Iran. Alors, on est beaucoup affecté directement, parce que contrairement à Gaza, on a des impacts directs sur notre pouvoir d'achat. Mais moi, la situation au Moyen-Orient me tend particulièrement quand je vois les déclarations de Poutine, quand je vois les déclarations de la Chine, quand je vois ce qui pourrait potentiellement se passer à Taïwan et l'impossibilité des Américains de répondre, quand je vois que sur CNews, il y a des propagandistes russes maintenant qui sont là en plateau, tranquilles, sans être contredits, alors que c'était encore pas le cas l'année dernière, etc. Moi, ça m'affecte énormément et je me dis là, on va vraiment vers une zone, dans une zone de merde, quoi. Donc ça m'aide de fou. Tu pourrais profiter de ces lives pour booster la productivité plutôt que ruminer. Je rumine pas quand je parle avec des gens, je rumine moins. Je rumine moins. Duolingo, Italki, pardon, pas Duolingo, Italki, pardon, désolé, je confonds. Duolingo, j'ai lâché, j'étais à 60 jours de strike, mais j'ai lâché parce que non, j'apprenais plus rien. Donc la situation politique aussi m'affecte particulièrement. Euh, Faut pas croire, hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'accusent d'être un privilégié parce que je veux pas aller vers Mélenchon. Moi, je trouve que c'est ceux qui se posent pas la question de savoir si Mélenchon est un bon choix qui sont des privilégiés parce que eux, ils peuvent se permettre une défaite de leur candidat idéal. Ils s'en foutent un peu parce qu'en fait, globalement, j'ai l'impression que rien ne changera dans leur vie. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. En l'occurrence, moi, je suis forcément dans une dynamique aussi mentale où je me dis la gauche a déjà perdu parce que les gens autour de moi, j'ai déjà 2 personnes qui sont venues me reparler de ah bah Mélenchon il y retourne, hein, je croyais qu'il arrêtait MDR. Et juste moi ça m'affecte, ça me mine le moral de voir que tous ces gens que j'ai réussi à faire voter NFP ne voudront pas voter Mélenchon. Donc moi ça me... Vous, si vous vivez dans une bulle où tout le monde est heureux d'avoir Mélenchon, c'est incroyable pour vous, tant mieux, ça vous fait de l'espoir et ça vous fait probablement un boost de motivation. Moi, c'est un boost de démotivation que ça génère autour de moi. Donc forcément, ça m'affecte aussi parce que je me dis, bah, on a déjà perdu. Voilà. Donc ça me fatigue. Ça me fatigue d'avance. Voilà. Pour la culture. Ça me fatigue parce que, en gros, globalement, j'ai peur que le RN gagne et je pense que le RN a toutes les chances de gagner face à Jean-Luc Mélenchon. Plus que contre n'importe qui. Et que bah, je me dis, bah, ça y est, en fait, dans un an, il faut que je trouve un nouveau métier, quoi. Euh, donc, euh, donc moi, j'en suis un peu là. Moi, j'ai toujours été politisé, moi. J'ai toujours été impliqué en politique. Et j'ai toujours eu, depuis toujours,
Ça depuis toujours. J'ai toujours eu un problème avec l'injustice. C'est un truc qui me rend zinzin. Ça me rend mais vraiment zinzin, zinzin de fou, quoi. Donc, bah, j'en parlais hier avec un pote qui disait putain, Mélenchon, banger son dernier discours, et moi sur l'international, j'étais un peu en mode, bah sur l'international, pas banger, pas trop. Mais bon, ça. Et encore une fois, le pire, hein, c'est que je vais le répéter ici. Moi, je suis pas le plus dérangé des critiques, de ceux qui peuvent critiquer Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas celui qui est le plus dérangé par ses positions internationales, parce que je crois qu'entre ce qu'il dit dans le discours et ce que serait réellement la politique internationale de la France insoumise, je pense qu'il y a un monde. Je pense qu'il y a un monde, et en fait, je comprends un peu des fois ce qu'il veut dire, et je comprends d'où son campisme, il est vraiment fatigant, et je pense qu'il nous fait pas du tout gagner des points. Et en même temps, il y a des choses sur lesquelles je suis plutôt d'accord avec lui. Donc bon, bref, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais bon. Justice et politique peuvent très bien faire chambre à part, absolument pas. Non, la question de la justice est une question politique, à fond. Et la question de l'injustice, surtout. La question de l'injustice est surtout une question politique. Ah non, pour moi, c'est inséparable. Les deux sont inséparables. Pourquoi tu comptes arrêter dans le pire scénario? Le harcèlement, ce serait plus insupportable qu'aujourd'hui. Je pense que... Non, alors, moi, si je devais arrêter d'être un influenceur, ce serait pas par désespoir. Ce serait par pression économique, pour des raisons économiques. Essentiellement pour des raisons économiques. Et évidemment que si je ne peux pas exercer mon travail parce que je ne peux plus parler sur Internet librement et que je ne peux plus en tirer de revenus, il faudra que je fasse autre chose de ma vie pour pouvoir rembourser mon prêt immobilier. C'est surtout ça. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent moi, je quitte la France si l'extrême droite arrive au pouvoir. Moi, je quitte pas la France si l'extrême droite arrive au pouvoir. Hein. Pourquoi ce sera à moi de partir? Enfin, s'il me chasse, c'est différent. Mais c'est pas à moi de partir. Enfin, genre, vraiment. Donc ça, là-dessus, là-dessus, tranquille. Et je suis pas à brandir. C'est pas une menace que je brandis. C'est juste qu'en fait, j'ai peur que les conditions matérielles pour exercer mon métier n'existent plus ou ne soient plus réunies pour que je puisse l'exercer, en fait. C'est pas la même chose. Pour toi, la victoire du RN implique à coup sûr que tu pourrais plus en vivre. Exactement. Puisque, mais je suis pas le seul ici. Le Rassemblement national le fait déjà dans les mairies dans lesquelles il est. Le Rassemblement national déteste la culture. Déteste la culture et déteste la contradiction. Donc, l'extrême droite, de manière générale, déteste ça. Donc, si demain, l'extrême droite arrive au pouvoir en France, il est à peu près certain que tout ce qui représente une forme de parole critique émanant du secteur culturel serait attaqué de toutes les façons possibles, notamment par le financement, par l'algorithme, par ce que vous voulez. On pourrait plus parler aussi librement et on pourrait plus avoir les conditions économiques sereines pour le faire. Ou alors on aurait une justice défaillante, en fait on perdrait encore plus ce rapport de force. Mais moi je parle de moi parce que ça me concernerait très directement, mais ça concernerait aussi l'événement qu'on monte à Fougères, ça concernerait tous les événements qui sont à peu près... Enfin, typiquement ça concerne, je pense aussi tous les bars associatifs. Il y en a qui ont déjà fermé. Moi, il y avait un bar associatif à Chaumont que je connaissais, qui a fermé déjà à cause de la pression de la préfecture et des riverains qui étaient de droite ou d'extrême droite, et ils ont réussi à faire fermer le bar. Il y a à Fougères, je pense que le bar associatif, si demain c'est l'extrême droite au pouvoir, je pense que ce sera plus dur de le faire tenir que. Et aussi parce que les macronistes sont en train de doucement se préparer à collaborer. Voilà. Et donc ça concerne indirectement tout ce qui va être une forme d'entraide citoyenne et associative dans ce pays. Ça concerne donc effectivement la création de contenu sur Internet, pour parler de moi, mais ça concerne toute forme d'engagement citoyen et politique, donc de fait politique. Parce que si vous considérez que l'engagement citoyen n'est pas forcément politique, et l'extrême droite ici,
l'extrême droite verra dans toute forme d'association de quartiers, notamment dans les quartiers populaires, un mouvement islamiste, hein. Genre vraiment. Donc ouais, moi ça m'affecte, ouais, ça m'affecte et ça me dépite. Ça me dépite parce qu'évidemment, en fait, et là, moi je suis désolé là-dessus, moi là-dessus je vais ressortir mon côté chauvin, c'est même ça m'inquiète pour l'exception culturelle française. C'est-à-dire que est-ce que demain on pourra avoir une production française indépendante et solide? Je pense pas, je pense qu'on cessera, ça équivaudra à une mise sous tutelle de notre pays sous la culture américaine qui au passage est en train de se casser la gueule, etc. etc. Donc bon, moi ça m'angoisse. Et moi à côté de ça, j'ai pas besoin de enfin, en fait, moi c'est le truc, c'est que moi je ne suis pas croyant. Moi je ne suis pas croyant. Et ce ne sont pas des prophéties qui vont me rassurer, quoi. J'ai pas besoin de prophéties, moi. Si tout s'effondre, tu te retrouves dans une communauté qui t'accueille, tu t'investis dans la politique interne ou tu aides à aller chercher de l'eau potable. C'est quoi cette opposition très étrange que tu fais entre ces deux choses? Je comprends pas cette opposition. Et donc, ouais, en ce moment, bah, moi, maintenant, j'ai à peu près cerné que mois d'avril, mois de mai, c'est des périodes où ça va pas de fou. Voilà, ça va pas très bien. Et voilà. C'est un tu préfères un peu bizarre, j'avoue. Et j'ai besoin que ça aille mieux. Après, il y a plein de trucs. Là, bah, du coup, ma femme était professeure contractuelle remplaçante. Comme j'en ai parlé plusieurs fois, bah, là, son contrat arrive à la fin parce que forcément, aux contractuels remplaçants, on ne leur paye pas les vacances. Donc pendant 3 mois, là, cet été, on ne sait pas trop voilà, sur quel pied danser. Peut-être elle sera reprise l'année prochaine, mais ça, elle le saura globalement 3 jours avant la rentrée. Donc enfin voilà, c'est juste que les conditions de vie des jeunes actifs sont vraiment déplorables. Le niveau politique dans ce pays, il est déplorable. La situation économique est désastreuse. Euh, voilà quoi. Et après, on me dit oui, mais non, il faut voir le positif. Et arrête de doumer. Mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi, mes conditions. Enfin, il y a plein de choses qui m'émerveillent au quotidien, hein. Voir mes plantes pousser, même si je me suis encore fait bouffer toutes mes salades par les limaces. Moi, ça m'émerveille. Mais, mais en même temps, là, c'est pas en regardant les médias que je m'émerveille, quoi. C'est pas en écoutant non plus nos élus de gauche que je m'émerveille. Je suis désolé hein, de vous le dire, hein. Je trouve que le niveau, il est globalement très bas. Et quand et quand je vois que ça y est, on fait une redite de 2022 en plus fort, c'est-à-dire on va essayer de bouffer maintenant nos opposants de gauche avant même qu'ils aient la possibilité de se présenter. Comme ça, c'est sûr qu'on bouffera leurs électeurs et qu'on les aspirera mécaniquement. Stratégie actuellement de LFI vis-à-vis d'Europe Écologie Les Verts. Et plus ou moins vis-à-vis de l'après, hein, globalement. Euh, Ces gens qui ne pèsent rien, mais qu'on va quand même écraser, parce que finalement, si jamais on perd, ce sera quand même de leur faute. Ah, je me dis, putain, est-ce qu'on va vraiment refaire ça? Est-ce que c'est vraiment la stratégie qui va nous faire gagner? Euh, Avoir les gens au vote utile, en les obligeant à se forcer et en les insultant de privilégiés s'ils refusent de voter pour nous? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va gagner le second tour? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on aura un accord législatif derrière? Bah moi, tout ça, ça me rend très sceptique parce que je suis pas convaincu que ce soit la solution. Alors, pour certains, ça l'est, visiblement, donc c'est sûrement moi qui me fourvoie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de logiciel de ce côté-là. Et moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai peur que Mélenchon fasse une Bayrou. Voilà. Faire une Bayrou, qu'est-ce que c'est? Alors, faire une Bayrou, c'est pas une Bayrou dans le sens où Pétaram, Premier ministre, etc. C'est faire une Bayrou au sens de 2012. C'est-à-dire, Bayrou était à ça d'être au second tour en 2007. Et donc, du coup, il était convaincu d'être au second tour en 2012. Et il s'est fait bouffer par Hollande. Voilà. Et
Donc moi, c'est pas, voilà, bon. La solution, bah, pour moi, la solution, c'est, en fait, si la gauche est incapable d'incarner le vivre ensemble entre ses appareils, elle aura beaucoup de mal à défendre le vivre ensemble comme projet politique. Euh, Enfin, moi, j'ai écouté Édouard Philippe. Oui, j'ai fait ça. J'ai écouté Édouard Philippe sur BFM, du coup, à son congrès de Reims, là. Édouard Philippe, vous écoutez Édouard Philippe, vous écoutez Gabriel Attal. C'est quand même pas le même projet, c'est quand même pas la même, c'est quand même pas la même vibe et tout. Et ces gens-là sont déjà plus ou moins d'accord pour se mettre ensemble. Que le perdant se range derrière le gagnant, quoi. Pour être sûr d'être qualifié au second tour et être sûr de pouvoir gouverner ensemble. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a beaucoup moins de différence entre Mélenchon, Autain-Ruffin, ça c'est sûr, mais même Olivier Faure, qu'il y en a entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, selon moi. Et Retailleau, même si, carrément. C'est pas logique qu'il y ait ces batailles dans ces logiques de partis politiques. Si, dans des logiques d'appareil, si. Oui, oui, si. Si. Bah, je pense que tous les militants et les filles qui défendent le vote utile le défendent parce qu'ils sont convaincus que Jean-Luc Mélenchon sera forcément devant. Et très honnêtement, je pense que ce sera le cas, malgré tout. Après, si demain Mélenchon se retrouve derrière un autre candidat de gauche, jamais les militants de la France Insoumise vont lâcher Jean-Luc Mélenchon pour autant pour voter utile pour un autre candidat de gauche. Le vote utile ne vaut que quand c'est pour son candidat. Voilà. C'est juste qu'en fait, moi j'ai un peu aussi cette fatigue mentale, je pense un peu ce burn-out de la politique, d'avoir l'impression de revivre la même séquence en permanence. Les mêmes séquences en permanence. Les mêmes questions, les mêmes stratégies, les mêmes logiques, à ne plus pouvoir en bouffer, quoi. Et tout est toujours cousu de fil blanc. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que les militants ne s'en rendent pas compte. Ils vivent dans un monde où tout ça leur paraît normal, leur paraît juste et pertinent. Et moi, j'ai du mal à comprendre. Ça, j'ai du mal à comprendre. J'en fais des rêves et des cauchemars. Vous dire. Hein. Euh... Et donc moi, quand on me ressort, on nous ressort l'éternel. Ce qui est important, ce n'est pas le nom du candidat, c'est le programme. Mais que le nom du candidat, on n'a pas le droit de le choisir quand même, bah, c'est que non, bah, le nom du candidat est visiblement plus important que le programme. Visiblement. Désolé. Il me semble. Il me semble que visiblement, c'est un sujet sur lequel personne n'est prêt à négocier quoi que ce soit. Donc c'est que c'est peut-être plus important que le reste. Parce que si vous êtes prêt à négocier des circos et que vous êtes prêt à négocier je pense qu'ils sont plus prêts à négocier sur le programme de toute façon, mais en 2017, on pouvait encore négocier sur le programme, notamment sur le nucléaire, référendum par référendum, etc. Bah, c'est que si on peut négocier sur tout sauf sur le candidat, c'est que le candidat, c'est ce qui est le plus important, visiblement. Et probablement, je pense que le candidat, c'est le plus important. Je trouve que là-dessus, pour le coup, c'est vrai. Dans le cadre d'une élection présidentielle, qui au passage, pour moi, n'est plus l'élection maîtresse de la Ve République depuis 5 ans, hein. Maintenant c'est les législatives, mais bon. Mais c'est vrai que dans une élection présidentielle, la seule chose qui importe, ce n'est pas le programme, c'est le candidat. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Mais partant de ce principe, bon, bah, moi, j'ai l'impression que le choix est mauvais. Voilà, le choix est mauvais. Il y avait plein de gens à la France Insoumise qui pouvaient remplacer Jean-Luc Mélenchon et faire mieux. Même des gens qui sont en dehors de la France Insoumise, d'ailleurs. La France Insoumise n'a pas l'apanage de la pureté militante de gauche. Il y en a plein d'autres, des gens qui sont très convaincus d'être vraiment sur la seule ligne possible. Voilà. Bah, me présenter dans quoi? Au municipal, ils ont pas voulu de moi.
Terrible. Et donc voilà, donc écoutez, tu penses que pourquoi ce choix? Bah parce que Jean-Luc Mélenchon a envie de gagner. Et en fait, on revient à une question que je pose depuis 5 ans, même que je posais déjà avant 2022. Le plus important, c'est de faire gagner quoi? La gauche ou Jean-Luc Mélenchon? Et pour moi, le plus important, c'est de faire gagner la gauche. Sauf que chez beaucoup de militants, si tu défends pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que tu défends une mauvaise gauche. Comme si Jean-Luc Mélenchon était le seul à être de gauche dans ce pays. Et le seul candidat possible à gauche. Alors qu'il y en a plein d'autres, ne serait-ce qu'à la France insoumise. Me semble-t-il. Donc, et quand tu dis ça, je me fais traiter de PS mentale, alors que moi, ça me fait rire, hein, tous les néo insoumis qui sont arrivés après Hamon et qui votaient Hamon à l'époque. Ça à quoi ça me fait penser? J'y ai pensé l'autre con en faisant du jardinage. Je vais vous raconter une anecdote très bête, mais assez symptomatique. En 2017, juste avant les primaires de la gauche, donc en 2016 du coup, j'étais à la nuit originale. Ce truc était organisé par Thomas Hercouet. Et ça se passait chez Mademoiselle. Et j'avais une discussion avec une meuf de Mademoiselle qui me disait au KLM que, de toute façon, si c'est Valls qui gagnait les primaires, il fallait voter Valls parce que le Parti Socialiste était la formation politique la mieux placée à gauche pour gagner et qu'on n'allait certainement pas laisser gagner l'extrême droite. Tout le discours que la France insoumise produit aujourd'hui. Même en termes de rhétorique, le même. Et moi, j'étais en mode, bien sûr que non, je ne voterai pas Manuel Valls, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, je ne voterai pas Parti Socialiste, quoi qu'il arrive, parce que moi, je ne vote pas utile au premier tour. Et je m'étais pris la tête avec cette meuf. Qui maintenant, je dirais pas qui, je dirais pas qui c'est, qui maintenant est visiblement devenue une zinzin soumise. Et en fait, ça me fait rire. Moi, là où je veux en venir, ça me fait rire, c'est que du coup, elle a voté Hamon probablement en 2017. Et moi, j'étais en mode, ceux qui ont voté Hamon, ils nous ont fait perdre. Bon, c'est pas vrai. Ceux qui nous ont fait perdre, ceux qui ont voté Macron et ceux qui ont voté Le Pen, c'est pas ceux qui ont voté Hamon. Et, et d'ailleurs, l'absence d'accord avec Hamon, il est aussi dû à un excès d'orgueil de la France insoumise, qui à l'époque aurait pu négocier avec Hamon. Selon moi, il y avait quelque chose à faire plutôt qu'essayer d'à tout prix de vouloir le bouffer pour ne rien lui lâcher. Bon, bref, peu importe. Et maintenant, moi, quand j'entends ces gens-là nous dire c'est Mélenchon ou c'est personne, alors qu'ils votaient Hamon dans 2017, je suis un peu en mode bon. Hein. Écoutez, écoutez. Tu pensais à un live avec Jean Massy sur Flight Simulator? Non. Il ne m'a jamais proposé et je ne suis pas fan d'avion. Ça fait 2 raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. Euh, Donc ouais, moi j'en suis là où... Et en même temps, j'ai un peu envie d'y croire. Hein. J'ai un peu envie d'y croire que la gauche peut accéder au second tour. MDR, accéder au second tour. Hein. On n'en est pas à vouloir gagner. On en est à vouloir accéder au second tour. C'est vous dire à quel point les standards sont bas. Moi, je me dis que de toute façon, accéder au second tour ou pas, qu'on s'en bat les couilles si on perd les législatives derrière. Euh, Donc là, je vois pas. En fait, tout ça m'a l'air d'être très court-termiste. J'ai l'impression que la stratégie, qui est peut-être la plus maligne, hein, que la stratégie de la France insoumise, mais pas que, la stratégie de la plupart des formations politiques en réalité, c'est une stratégie de ultra court-termiste de on voit à la prochaine échéance, on développe toute une nouvelle rhétorique, et on en changera totalement s'il le faut 2 semaines plus tard pour gagner l'élection suivante. Et moi, ce manque de cohérence, ça me fatigue de fou. Ça me fatigue de zinzin. Je suis pas fait pour ce type de lutte, je pense. Je suis fait pour des luttes un peu plus concrètes et un peu plus long-termistes, on va dire.
Et moi, les sujets sur lesquels je défends, où je suis constant, ils sont plutôt rassurants là-dessus. Euh, sur la question de la politique linguistique, sur la question du multilinguisme en France, ma position, par exemple, elle est. Alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus inatteignable à atteindre, hein. C'est un idéal beaucoup plus inatteignable aujourd'hui. L'abolition de la propriété lucrative, bien sûr. Pour le coup, là-dessus, moi, c'est facile. La ligne, elle est droite. C'est un truc de long cours. C'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile à argumenter, à défendre au quotidien. Ah, moi, je suis pour l'abolition de l'article 2 de la Constitution française. Notamment le volet sur que la langue officielle de France est le français, qui implique tout un tas de ramifications, l'interdiction d'afficher en langue régionale notamment, le fait qu'il n'y ait pas d'enseignement de langue régionale, ou en tout cas quasiment pas de langue régionale enseignée, langue régionale ou minoritaire, ou langue historique, langue régionale, minoritaire et historique de France dans les écoles publiques, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je suis pour qu'on remette ça à plat. Et en même temps, j'ai une vraie vision de la francophonie. J'ai une vraie vision politique de la francophonie. Et moi, c'est l'une des choses où, à la limite, avec Jean-Luc Mélenchon, je pourrais m'entendre. Mais bon, le problème, c'est que lui, il a le côté volet francophonie. Il a le côté gain de pouvoir. Il n'a pas le côté lâcher du lest, notamment auprès des régions sur les questions linguistiques. Mais avec une vraie politique de la francophonie. Mais une vraie politique de la francophonie, c'est quoi? C'est déjà distinguer deux francophonies. Et la francophonie du Nord, c'est pas la francophonie du Sud. Et dire ça, moi, c'est ça qui me rend fou. Alors, on va revoir ce sujet-là. Pour moi, les vrais anticoloniaux le savent. Genre, les petits gauchistes de salon qui aiment te traiter de petits de racistes parce qu'ils comprennent mal ces enjeux-là en disant ah bah alors, parce que pour toi, les Noirs, ils parlent pas le même français que les autres. C'est juste que ça n'a rien à voir. Le français au Québec, c'est pas le français au Congo. C'est pas les mêmes enjeux. Du tout. Genre, absolument pas. Et la distinction entre la francophonie du Nord et la francophonie du Sud tient essentiellement en un fait, c'est que le français reste essentiellement une langue coloniale en Afrique. Une langue dont la place est prise et consolidée aux dépens des langues historiques de l'Afrique pour des raisons coloniales. Au Québec, j'ai envie de dire, ça aurait été l'enjeu il y a 3 siècles, peut-être 2 siècles. C'est beaucoup moins l'enjeu aujourd'hui. La question, elle se pose très différemment. Et d'ailleurs, en ce sens, se pose une question de est-ce que Haïti fait partie de la francophonie du Nord ou de la francophonie du Sud? C'est très compliqué à dire. Très compliqué. Plutôt francophonie du Nord, selon moi, mais peut-être francophonie du Sud, si on rajoute l'enjeu colonial. Bon, bref. Donc là, il y a plein de sujets là-dessus. Moi, là, c'est sur ces sujets-là, par exemple, je pense que plutôt bien formé et plutôt bien comprendre le sujet. Et il y a des vrais militants de gauche et des vrais linguistes qui travaillent sur ces questions-là et qui sont militants de gauche. Je pense à Cécile Canu notamment, qui elle a beaucoup travaillé sur la place du français au Mali, par exemple. Et, et où c'est extrêmement éclairant et on a besoin aussi de comprendre ces enjeux-là et de savoir quoi. Ouais, Mélenchon il cite Sankar, Mélenchon il cite aussi beaucoup Senghor. Là, on n'est quand même pas sur la même chose quand on cite Senghor, tu vois, parce que Senghor en Afrique, c'est pas Senghor en France. Senghor, le président poète élu à l'Académie française, ça c'est le discours qu'on a en France. Senghor au Sénégal, c'est quand même pas le même discours. Cécile Canu. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Déprovincialiser la langue, qui est pas mal, qui est très bien même d'ailleurs. Qui est vraiment très très bien. Les patois, c'est des langues minoritaires. Et patois, c'est pas un terme qu'on utilise, je le dis hein, gentiment. Sauf si vraiment t'es quelqu'un de concerné, que tu te définis toi-même comme patoisant. Euh, C'est forcément une spécialisation universitaire, pas du tout. En fait, les langues minoritaires, elles sont parlées. Hein. En fait, putain, qui c'est qui m'a dit ça et ça m'a rendu fou. J'ai un pote qui m'a dit récemment,
Ouais, bah en même temps, moi, j'habite en Bretagne, le breton, je l'ai jamais entendu. Oui, mais c'est pas parce que tu l'as jamais entendu qu'il n'existe pas. C'est vraiment. Pour moi, c'est aussi con de dire moi, je suis jamais dans une mosquée, c'est bien que personne ne pratique l'islam en France, quoi. C'est vraiment, c'est le même genre de niveau d'analyse. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a il y a des lieux de sociabilité qui sont pas les mêmes. C'est le problème. C'est le problème quand on ghettoise une langue. Voilà. En Afrique, il y a la question du Sénégal où d'un côté, on est censé soutenir le président au nom du décolonialisme, mais faire face à sa politique anti-LGBT ultra-violente. Que faire en tant que militant de gauche? En fait, il y a un discours en Afrique, notamment au Sénégal. C'est marrant parce que au Sénégal, oui, qui vient de faire passer une loi anti-homosexuelle, même où carrément ils disent qu'il faut brûler les homosexuels. Il y a des lynchages, ils les enferment et tout. Bon. Euh, où les conservateurs sénégalais expliquent que les questions LGBT sont des questions occidentales et que du coup, c'est du néocolonialisme que d'imposer une vision LGBT aux pays d'Afrique. C'est un peu rapidement oublié quand même qu'en réalité, cette binarité de genre et le patriarcat tel qu'il existe dans beaucoup de pays d'Afrique est précisément la perpétuation de la doctrine coloniale. Précisément. Parce qu'il y a quand même, on en avait parlé, c'est marrant, on en avait parlé sur un stream de sexe social. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les femmes ne portaient pas de vêtements, forcément ne couvraient pas forcément leur poitrine. Et c'était pas considéré comme de la déviance sexuelle. Nous, avec notre conservatisme religieux, on a considéré que si. C'était le cas d'ailleurs au Japon, par les Américains. Il y a dans certaines cultures d'Afrique de l'Ouest, sur la question du genre, des questions de fluidité de genre qui étaient présentes dans les sociétés traditionnelles précoloniales, qu'on s'est empressé de supprimer en christianisant les gens. Euh, et pour une partie du Sénégal, d'ailleurs, en les islamisant. C'est. Enfin, à beaucoup d'égards et dans beaucoup de régions du monde, en fait, vouloir à tout prix interdire les minorités sexuelles d'exister, plutôt que s'inscrire contre une occidentalisation de leur société, c'est plutôt au contraire perpétuer une doctrine coloniale qui s'est imposée au 19e siècle. C'est pas l'islam au Sénégal? Si, si, bah, ça dépend où, mais oui, si, si. Beaucoup l'islam au Sénégal. Et, euh, et en fait, je suis désolé, mais d'où c'est. Enfin, vous avez l'impression que l'Occident, en ce moment, les LGBT, ils ont le vent en poupe, là. Enfin, genre. Enfin, il y a un mouvement dans la société, mais le mouvement politique, il s'inscrit pas tout à fait dans ce sens-là. Alors oui, il y a eu le mariage pour tous en France, c'est magnifique. Mais en l'occurrence, les derniers rapports et les dernières takes comment dire, politiques vont plutôt vers un recul de leurs droits. Donc, bon. Donc moi, là-dessus, ma position, elle est simple, c'est les pays où l'homosexualité est illégale, c'était pas un pays où je peux me rendre, de manière, comment dire, sereine. C'est juste que le conservatisme gagne du terrain un peu partout. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire quand au Sénégal, on les entend tous parler français au Parlement, alors que quand même la langue majoritaire est le Wolof, très largement. Il y a quelque chose d'un peu d'ironique, hein, malgré tout, quand on entend un député sénégalais en français dire que euh, reconnaître des droits homosexuels, c'est se laisser contaminer par l'Occident, et il dit ça en français au Parlement. Enfin, genre, bon, vraiment, quelque chose de... Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Puis quel Occident? Enfin, genre, quel Occident? Trump? Poutine? Ces gens-là, c'est pas des...
Ces gens-là, c'est pas des pros de. Enfin, c'est pas les LGBT friendly, quoi. À côté de ça, il y a des pays où l'homosexualité est légale, et qui ne sont pas, qui sont des pays musulmans. Je pense à la Turquie. Alors, je sais pas c'est quoi le droit des LGBT en Turquie, très honnêtement, mais il se trouve que l'homosexualité est légale en Turquie. C'est un pays musulman. De toute façon, les minorités sexuelles et de genre ont toujours été la cible des mouvements conservateurs, fascistes, traditionnalistes, etc. Et dedans, j'inclus les femmes. Dedans, j'inclus les femmes. J'inclus les femmes, même si elles sont majoritaires, parfois d'un point de vue démographique dans la société, elles sont aussi, elles, traitées comme des minorités sexuelles. Et elles sont asservies. Ouais, bon, tout ça, ça aide pas à... Hein. Les politiques anti-LGBT les plus violentes sont en dehors de l'Occident depuis des décennies. Mais en fait, il faut pas prendre pour acquis. Moi, je pense qu'il faut pas prendre pour acquis les droits, les faibles droits d'ailleurs, hein, pas en droit, que les homosexuels ou que les homosexuels en premier lieu d'ailleurs. Bon, les trans souvent sont encore loin derrière. Hein. Peuvent ou ne peuvent pas avoir. C'est, enfin, la Russie. Alors, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire. La Russie, jusque dans les années 2010, c'est un pays plutôt LGBT friendly. C'est quand Poutine a eu besoin de l'Église orthodoxe pour asseoir son pouvoir et sa domination que ça a radicalement changé. Mais à la base, et d'ailleurs, fun fact, hein, mais une grosse partie du porno de spécialité de grande diffusion sur Internet est produit en Russie. Enfin, était produit en Russie. Porno qui pourrait être considéré comme bien déviant hein, au point de vue de l'Église orthodoxe. Mais les droits des LGBT, j'avais lu un truc là-dessus qui était super intéressant. Les droits LGBT en Russie, jusque dans les années, je crois que jusqu'en 2008 à peu près, ça va, en fait, ça va. Plutôt ok. Bonjour. Donc c'est très variable. Hein. Si demain il faut, en gros, si demain il faut cramer les LGBT sur l'autel pour conserver le pouvoir, il y a beaucoup de régimes qui se posent pas trop la question. Hein. C'est pas en Israël aussi là, on est quand même sur un petit recul aussi. Je crois qu'on a toujours pas le droit de se marier. Je crois que les couples du même genre n'ont pas le droit de se marier en Israël. Et souvent, vous remarquerez que des Poutine, des Netanyahou, je vais mettre Franco. C'est quoi je mets même Franco dans le bail, parce que Franco, pour le coup, ça a bien été étudié. Je vais mettre l'austrofascisme dans le cas, parce que l'austrofascisme, c'était un cas d'école aussi. C'est quand vous êtes un peu autoritaire et conservateur, très rapidement, vous allez vous allier aux instances religieuses pour pouvoir conserver votre pouvoir. Voilà. Et pour contrôler la population. C'est presque un cas d'école. L'austrofascisme, pour moi, c'est exactement Bruno Retailleau.
Ouais, oui, je sais pas, peut-être. Ni Staline, ni Hitler, ni Mao ne l'ont fait pourtant. Ah bah, alors, Staline et Mao étaient anticléricaux. Et pour le coup, ils étaient vraiment en mode un peu à la Marx, détestaient l'Église. C'est un État dans l'État. Un peu cette idée quand même. Enfin, l'Église ou le clergé, enfin les instances religieuses. Et en visant l'athéisme d'État d'ailleurs. Euh, et comment dire, Hitler c'est particulier aussi. Hitler vis-à-vis de la religion, c'est particulier. Des fois, c'est particulièrement ambigu aussi. Et il y a un côté néo-païen aussi chez Hitler. Après, alors là, je vais peut-être m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les courants pan-germanistes, il y avait une frustration. On vient d'une frustration dans les courants pan-germanistes à l'origine aussi, l'une des choses qui empêche l'Autriche et l'Allemagne de se réunir, c'est la balance entre le nombre de protestants dans l'Allemagne du Nord et le nombre de catholiques dans l'Allemagne du Sud. Avec cette idée de si l'Autriche rejoint la fédération, le barycentre religieux se déplace très nettement vers les instances catholiques, parce qu'il y a beaucoup plus de catholiques germanophones que de protestants. Et donc il y a un peu cette balance parce qu'en fait entre et du coup les Prussiens étaient protestants. Entre les Prussiens protestants, les Allemands du Nord protestants et les Autrichiens comme cul et chemise avec le pape, il y avait quelque chose de pas tout à fait facile à mettre en place, quoi, à articuler. Ce qui a été une grande frustration des pan-germanistes qui disaient on est allemand avant d'être chrétien. On n'est pas chrétien avant d'être allemand. Sauf que pour les instances dirigeantes, pour les partis, on va dire, les partis, enfin pour les instances politiques du 19e, la question de la religion, elle est centrale. Je vous le donne un peu en décousu, hein, parce que c'est un peu vague, maintenant c'est un peu vague dans ma tête. On avait étudié ça un peu à la fac. Des personnages politiques philanthropes. Philanthrope ou philanthropo-capitaliste? Parce que le philanthropo-capitalisme, on est vraiment en train d'y retourner, hein. Ça me dégoûte, d'ailleurs. Ça me dégoûte et ça me déprime. Et le philanthropo-capitalisme, ouais, mais pour moi, philanthrope et philanthropo-capitalisme, en fait, ça va. Je pense que ça va ensemble. Désolé, hein. Philanthropisme d'État? Non. Si ça va ensemble pour toi, c'est que tu as choisi un camp. Bah, en fait, oui, ça, à la base, ça va ensemble. Les philanthropes sont des gens qui possèdent une richesse qu'ils ne devraient pas posséder et qui en redistribuent une partie selon leurs critères et leur bon vouloir. C'est des gens qui jouent à Dieu. Dans un monde idéal, la redistribution n'est pas l'affaire de quelques-uns selon leur bon vouloir et leur boussole morale. C'est l'affaire de tous. J'essaie de répondre, mais je me fais. Votre message n'a pas été envoyé. Bah, je sais pas. Je sais pas ce qui t'arrive. Bah, je le vois ton message là. Les autres, je les voyais pas. Donc t'es pas Shadowban parce que les messages des gens Shadowban, je les vois. C'est vraiment un problème côté Twitch, je pense.
Parfois, il y a des combinaisons de mots. Oui, des fois, il y a des mots qui sont interdits. Ça me le fait aussi. Des fois, ça me met impossible de modifier le titre de votre stream, veuillez réessayer. C'est en fait quand il y a des mots qui sont interdits. Tu confonds philanthrope et mécène. Non? Je sais pas où elle est la liste de mots interdits, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Déjà, il y a les mots un peu anglais. Genre as, A2S. Ça passe pas dans un titre. Je sais que putain ne passe pas. Même PTN ne passe pas. Je sais que quand tu mets genre Q aussi comme lettre tout seul, des fois ça passe pas. Ce qui fait que putain, je l'écris PT étoile N pour qu'il passe. Et les mots interdits comme ça. Cet après-midi, j'ai discuté avec Gemini de Google sur la propriété d'usage et l'extension de la sécu. L'IA est d'accord avec moi. L'IA me dit toujours que mes arguments sont bons. C'est étrangement satisfait. Et flippant en même temps. Ouais. Ouais, là, le temps. Alors, ce qui est le plus frustrant pour le jardin, c'est que même à travers mon filet anti-insectes, je me fais bouffer mes choux et mes salades. Ça me rend fou. Étymologiquement, philanthropie ne demande pas d'être blindé de thunes. Étymologiquement, le travail, c'est la souffrance. Ouais, écoute, la philanthropie désigne un courant et une attitude de bienfaisance à l'égard des autres personnes considérées comme démunies ou malchanceuses. Par extension, le mot désigne une philosophie ou une doctrine de vie d'inspiration humaniste émanant d'une catégorie sociale aisée et plaçant la cohésion de l'humanité au premier plan de ses priorités. La notion de classe sociale aisée est consubstantielle du concept philosophique de philanthropie. Selon les contextes, la philanthropie est portée par un idéal authentiquement altruiste ou au contraire par le souci de s'intéresser dans la bien-pensance de la classe sociale dirigeante, la bourgeoisie, et celui d'en retirer un bénéfice indirect en termes de reconnaissance sociale. La philanthropie moderne est l'ensemble des transferts de ressources financières, dont en nature et bénévolat, librement consentis par des acteurs privés en vue de servir le bien commun et l'intérêt général dans les domaines de ce qui relève de l'intérêt général, la santé, l'éducation, la sécurité, la culture et l'environnement. Ça, c'est selon Francis Charon, directeur de la Fondation de France. Bon, lui, il est un peu biaisé. C'est comme la charité où il y a une différence. La charité, bah, c'est proche, c'est similaire. Alors, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin.
Là, on parle du 19e. Euh, Une intervention étatique est encore rejetée du fait de la prégnance de la pensée libérale dans les sphères politiques. Celle-ci prône une approche égale entre l'État et les individus, envers les individus, et voit toute forme de redistribution ou de soutien étatique quelconque comme une forme de contrat inégal où l'individu n'a pas à être redevable de ce qui lui est accordé. Le soutien aux plus pauvres passe alors par une aide des plus aisés dans l'optique d'éduquer ceux-ci afin qu'ils puissent dépasser leurs conditions et être véritablement maîtres de leur destin d'une part et d'éviter une résurgence de l'instabilité sociale de l'autre. Ce que redoutent par-dessus tout les sphères notables de la société française post-révolutionnaire. Donc en gros, les riches sont incités à donner aux plus pauvres, aux plus démunis, sans aucune forme d'État, surtout pas, pour empêcher de futurs foyers révolutionnaires d'émerger. C'est un peu l'idée. C'est du contrôle social. Oui. Ce qui est quand même pas tout à fait de l'entraide, hein. Pour moi, là où tu vas voir typiquement de la philanthropie, c'est le financement de Notre-Dame. Il faut refinancer le toit de Notre-Dame. C'est du pourwashing du contrôle social. Ouais. Donc quand je vous dis que pour moi, ça va être le capitalisme, je me trompe pas trop. Je pense que je me trompe pas trop. Putain, il va faire 3 degrés vendredi. La nuit de vendredi, 3 degrés. Oh là 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 là. Mes tomates, mes tomates. Merci Mig Archimède pour le sub. Ah, le chat qui devient jaune, là, c'est beau, hein. Pour l'instant, on a un mois de mai de merde, hein. Le mois de mai pue la merde pour l'instant. Les températures estivales reviendront à partir du mardi prochain. Ouais. Sinon, pardon, vous avez regardé The Boys? Vous avez commencé la série The Boys ou pas? La nouvelle saison? Parce que autant il y avait des faf qui trouvaient que Homelander était gentil. Alors là, avec la nouvelle saison, on est d'accord que c'est Adolf Hitler, le mec. J'ai regardé que le premier épisode, hein. Mais il suffit juste du premier épisode, hein.
Enfin, sans spoiler, la dernière saison, genre, c'est genre le premier plan, je crois, ou deuxième plan. On voit qu'il existe des camps qui sont clairement des camps de concentration, mais très inspirés de l'Allemagne nazie. Très, très inspirés. C'est genre, y a pas de doute. C'est univoque. Et, euh, et moi, il y a quand même encore un an, ils étaient en mode, ah non, mais Homelander, c'est un gentil. Ah non, il y a vraiment pas de doute. Genre là, le fronton de l'entrée du camp, c'est clairement une référence à Auschwitz. Vraiment, il y a. Et là, il y a tout. En plus, avec Trump, je pense qu'ils sont en mode full clin d'œil. Mais bien sûr que c'est fait depuis longtemps. Mais là, tu peux plus faire genre. Ah bah. Et ouais, j'ai vu. Pour l'instant, je suis pas allé loin, hein. Après, j'en peux plus qu'ils aient pris un acteur français. Enfin, un acteur pas français pour jouer un français, parce qu'on capte rien à ce qu'il dit. C'est assez désespérant. Un ancien soldat israélien qui plus est, effectivement. Et il est pas vraiment français non plus, là. Enfin, il est pas français. Non, là, il est quand même français. Il est pas fan de la France, il est quand même un peu français. Après, c'est pas pareil que dans la BD, c'est sûr, hein. Tu vois comment l'avenir énergétique de la planète? Moi, je vois pas. J'en sais rien. Ouais, si je crois que j'ai la réponse à ce genre de questions, moi. Oh là là. Les questions à la Thinkerview. Tu vois comment le passé énergétique de la planète? Je vois pas, je vois rien, moi.
Ah, je peux vous parler d'Encounter. On aura bientôt la billetterie. Et je peux vous dire avec. Je vous le tease, je vous le dis. On aura Radi et Radier aussi. C'est fait. Radi et Radier sera des nôtres. Et Radi et Radier viendra diffuser une enquête en avant-première au cinéma. N'hésitez pas à venir. J'espère que ça va vous motiver. La réservation, ce sera bientôt, ce sera d'ici quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines encore. T'es rigolo comme personnage. Ah bon? C'est pas ce que les gens ils disent d'habitude. Les gens ils disent d'habitude t'es suffisant et tu mets pas la bonne ambiance. Merci de faire des events hors de Paris, putain. C'est une galère, hein. C'est une galère organisée, hein. Je vais pas vous mentir, c'est une galère. Notamment par rapport au fait que l'argent, le 29 août pour le public. Ce sera le 29 août. On a Hacking Social aussi qui diffusera une vidéo en avant-première. Un nouveau format même. Il y a une jauge? Oui. Il y a une jauge, je pense pas qu'on l'atteindra, mais il y a une jauge, oui. On est large quand même. Non, il va falloir un bâtonnier pour avoir la place, non. Et voilà, on est en train de finir les derniers préparatifs, les derniers noms, les dernières installations. C'est en train de se mettre en place pour bientôt pouvoir communiquer. Est-ce que tu veux l'honneur de l'Espagne, ma téléclipse? Non. Les 4 t-shirts, tu les as eus. Les 4 t-shirts? Ah, qui manquaient pour le palier? Oui. C'est bon, on a passé le palier. On est à 102. Il manque une carte pour passer le palier. Une carte. Et il vous reste encore 5 jours. Encore 5 jours. Il y a quand même eu 6400 € de commandes en total de fait. En fait, ce qui est très surprenant,
c'est que en fait, normalement, vous avez un produit pas trop cher, là c'est le t-shirt, un produit moyen cher, là c'est le hoodie, et un produit cher, produit de luxe, qui est la carte. On a vendu 2 fois plus de cartes que de hoodies. Donc le hoodie, bon, il marche pas du tout. Voilà, il y en a que 18 qui ont été vendus. C'est vraiment très peu. Par contre, des cartes, on en vend bien. Ça vend bien les cartes. Alors la boutique, non, j'espère que ça me rapporte 1000 balles du max du max. Donc c'est une opération pas très très rentable. Mais je le fais pas vraiment pour ça. Je le fais plus pour que les gens de la communauté qui réclamaient quand même d'avoir des produits communautaires. Merci Pompidou 2027. Ça va être compliqué, hein. Merci pour le sub. Ils aient des produits, quoi. Est-ce que tu partages une forme d'empathie générale du vivant? Je vais pas vous mentir, je suis un peu spéciste, hein. Je suis un peu spéciste. Par exemple, je n'ai aucun problème à dire que je mets de l'anti-limace dans mon jardin, quoi. Vraiment, c'est vraiment. C'est vraiment Thinkerview, là. Il y a un Thinkerview en parallèle qui est en train de se monter, là. Nouveau format, on dirait. Faut préserver la vie des motoculteurs. C'est-à-dire qu'il faut protéger le vivant de l'impact du motoculteur, ou alors il faut protéger les motoculteurs dans leur vie. Phrase ambiguë. Projet les vers de terre, oui. Après, moi, je retourne là, j'ai pas de motoculteur de toute façon. Moi, je retourne le sol à la main. Le chat est taquin, on dirait. Tu connais l'atelier paysan? Atelier paysan. Si c'est une chaîne YouTube, c'est possible. Non, alors non. Si c'est pas une chaîne YouTube, je connais pas. Moi, je connais les YouTubeurs jardinage, moi. Eh, comme être terre argileuse, c'est l'enfer, hein. Tu vois ce que fait Jigme? Alors, je regarde pas ce que fait Jigme, parce que c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Celui qui devrait être le plus intéressant dans ma région, c'est Potager Génération, parce qu'il a à peu près le même climat que moi. Mais c'est pas celui que je préfère regarder. Le potager d'Olivier reste une chaîne banger de fou. Il y en a un autre que j'aime bien là, qui fait des tests aussi, mais lui il est belge. Un belge là, je sais plus comment il s'appelle. Motoculteur, c'est une ref à l'extérieur. À l'extérieur, par exemple, je ne regarde plus. Moi, le chamanisme, ça ne me parle pas. Lui, c'est vraiment de l'agriculture chamane.
Beaucoup de choses qui te parlent pas, effectivement. Moi, tout le discours anti-science, en mode attention, Big Pharma vous ment et tout, là, des trucs comme ça, là. Attendez, pardon, j'ai vu une sauce. Ouais, j'ai envie de vous en parler, tiens. Parce que c'est fou. Des fois, la vie nous. Je suis tombé. Non, mais il a fait. Non, mais même, il fait des vidéos où il dit qu'il faut mettre des tiges en alu au-dessus des piquets parce que ça énergise la terre pour éloigner les prédateurs, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, hein. Enfin, bon, bref. Euh, Vous voyez qui c'est Franjo, un humoriste là. Et moi, au départ, je suis tombé sur ses vidéos, c'était un peu drôle. Et puis après, je me dis, putain, il y a des refs un peu bizarres. Et après, je suis tombé sur son podcast, où là, il a invité Dieudonné. Après, il disait, il y en a marre, on peut plus rien dire. Euh, Et là, tout à l'heure, je suis tombé sur un truc où il se disait, ouais, quand même, les familles homoparentales, je sais pas trop. Et je me suis dit, mais pourquoi ce Faf, il a encore là? Parce que clairement, pourquoi il y a que des rêves de Faf, ce gars? Je rentre chez moi, je me fous sur mes chiottes, j'ouvre Instagram, et le premier post que je vois, c'est Franjo qui partage une capture d'écran d'une meuf, je crois qu'elle s'appelle Florence Mendez, je crois que c'est celle qui avait call out Nino Arial, là, en disant bon, on va en parler de ce mec d'extrême droite, où ça se passe comment. Et je me suis dit, ah, mais du coup, j'étais pas le seul à m'être dit, tiens, il a quand même des refs un peu. Du coup, ça m'a pas fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je pensais à ça dans la bagnole en arrivant. Je rentre chez moi, je me fous sur les chiottes, je vois ça. Je me dis, tiens, bon, bah, visiblement, je suis pas le seul. Visiblement. J'en pense rien de Mendes, je ne sais pas qui c'est. Moi, je sais pas qui c'est, moi, Florence Mendez. Par contre, Franjo, bah, du coup, je voyais déjà un peu plus, quoi. Et moi, ça faisait déjà un moment, je me suis dit, attends, un peu réac le bonhomme, non? Et le pire, c'est quand je suis tombé sur son podcast, où là. Ouais, le podcast Dieudonné, là, je me suis dit, oh là. Bon. Voilà, bref. Barjo, comme tu politises tout. Alors, pardon, si je peux me permettre, mais un mec qui fait un podcast sur. euh, hmm, est-ce que qu'est-ce qu'on doit penser de l'homoparentalité? Est-ce que c'est moi qui politise ou est-ce que c'est le gars? Enfin, juste, pardon, mais excuse-moi. Bah, c'est Franjo aussi qui a invité Dieudonné dans son podcast. Soi-disant parce que c'était un droit de réponse, mais le droit de réponse, il est pas. Le gars, c'est pas Mediapart, hein, genre, c'est pas Le Monde, enfin, c'est pas un média. Mais oui, j'avais vu aussi, j'avais tout à fait vu son sketch où il parodiait les invités politiques France Inter et les chroniqueurs France Inter. Et j'étais en mode, mais c'est pas de la parodie en fait. Enfin, c'est juste lui qui essaye de. En fait, c'était un discours politique qu'il avait. Mais après, souvent, l'humour, c'est un discours politique. Du coup, c'était vraiment un discours politique qu'il avait. C'est un cateau de droite, clairement, mais je trouve qu'il a l'honnêteté de ne pas dire avoir la vérité vraie. Je ne sais pas ce qu'il dit en fait. C'est juste que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, tiens. C'est comme Dava. Dava, ça me tabasse de rire.
Dava, j'aime vraiment beaucoup, hein. Mais le Augustin, là, il a beaucoup de rêves politiques ultra obscurs, qui sont des rêves politiques de milieux nationalistes et identitaires, hein. Je sais pas d'où il vient, je sais pas c'est quoi son background, mais à mon avis, c'est un milieu qu'il connaît un peu. Je pense pas qu'il soit catapulté par un milliardaire. Ah, mais moi non plus, je pense pas qu'il soit catapulté par un milliardaire. C'est pas le même sujet. Dava, ouais. Moi, Dava, ça me fait beaucoup rire, hein. Vraiment. Dava, il y a plein de trucs qui me tabassent de rire. Et en même temps, quand il y a les rêves d'Augustin, je suis un peu en mode. Peut-être un repenti. Moi, je pense que c'est un ancien faf repenti. Maintenant, ils ont une émission sur Canal Plus là. Bien le bonjour, bien le bonjour. Merci Plouf pour le type de 50 balles. Merci, merci. Nous, on les prend, les repentis. On prend tout le monde. T'as écouté Ruffin ce matin? Non. Aux grandes gueules? C'est ça, non? Non, j'ai pas écouté. La dernière personne que j'ai écoutée, c'est qui? Euh, C'est Sébastien Chenu. C'est Sébastien Chenu à BFM TV. Et il était un peu emmerdé. Il était un peu emmerdé quand on lui pose la question de. Quand en gros on lui dit, mais quand même la ligne économique de Jordan Bardella, la ligne politique de Marine Le Pen, c'est quand même pas du tout la même. Et il est super emmerdé pour répondre à ça. Il est super emmerdé parce que d'un côté, il peut pas dédire Marine Le Pen. Il dit non, non, on a toujours été un parti qui incarne un fort volet social, etc. Machin. Et en même temps, l'autre, il est en mode, bah oui, mais bon, Bardella, visiblement, il incarne surtout un fort volet patronal, non? Et en fait, il a emmerdé. Bah après, Jordan Bardella, il va plus à la rencontre des patrons qu'à la rencontre des ouvriers, quoi. Et ça, ils savent pas répondre à cette question. Ils savent pas comment gérer ce bail. Faut du en même temps, du coup. Ce qui est probablement le plus malin de leur perspective, hein. Donc ils étaient emmerdés parce qu'il y avait la question des super profits total, où lui disait, bah oui, bien sûr, super profit évidemment, mais en même temps, enfin, voilà. Du coup, j'ai écouté Sébastien Chenu sur BFM, voilà, hier. Mais après, c'est plutôt normal. Moi, j'étais d'accord avec Duhamel. Duhamel a dit,
En même temps, avec un parti qui a autant d'élus maintenant et qui représente une aussi grosse part des intentions de vote, c'est normal qu'il y ait plusieurs tendances économiques dans le même parti. C'est même plutôt rassurant. Et moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est qu'il va bien falloir, sur certains sujets sociaux, notamment sur la question de la réforme des retraites, il va bien falloir trouver une position, quoi. Pourquoi il y a une visseuse à côté? Parce que j'ai dû visser des trucs. Voilà. Si t'as d'autres questions, je peux y répondre. Par la FI qui a un programme, beaucoup de gens ont des programmes, le PCF a un programme. Le Parti Socialiste a publié là un document de 144 pages de feuille de route. Europe Écologie Les Verts, ils avaient aussi une plateforme. Enfin non, mais avoir un programme, c'est pas exclusif à la France insoumise, hein. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. La question, c'est est-ce que le programme, c'est la chose la plus importante? Moi, j'en étais convaincu avant et aujourd'hui, je suis convaincu du contraire. Donc, moi, je suis d'accord là-dessus. Moi, Hendrik Davy, moi, il m'a convaincu avec son bouquin Le Capital, c'est nous, là. Hendrik Davy m'a convaincu d'une chose, c'est que aujourd'hui, on a moins besoin d'un programme qu'une boussole. Le programme, le problème, c'est qu'il peut décevoir les gens. En fait, le programme, le principal problème, c'est le manque de flexibilité. Tu es tout le temps obligé d'amender, et donc, quelque part, tu es tout le temps un peu obligé de le dédire. Parce que la réalité change en permanence. Tu ne peux pas appliquer un programme, 100% du programme, si demain, par exemple, tu as la guerre. C'est compliqué. Ou si tu as une pandémie, même. C'est compliqué aussi. Et le meilleur. Enfin, du coup, ce qui est plus fiable qu'un programme, c'est une direction, c'est un horizon, c'est une boussole, quoi. Et en fait, la boussole, c'est un peu la matrice dans laquelle le programme se constituerait. Donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est la matrice. C'est pas le programme, c'est la matrice. C'est l'objectif de long terme. Sortir du capitalisme, par exemple. L'anti-impérialisme. Qui, pour moi tu poses l'anti-impérialisme comme boussole, tout le reste suit, hein. Trump avait un programme, il l'a appliqué. Un plan très précis de l'appliquer à la lettre. Ah bon? Attaquer l'Iran, c'était dans le programme? Ah ouais? Parce que visiblement, ça a pris de court pas mal de gens, cette histoire, hein. Arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Les 6 premiers mois du second mandat ont été millimétrés, ce qui veut dire un huitième de son mandat, quoi. Ça pèse pas lourd, un huitième, hein. Cette boussole, faut pouvoir la définir par rapport à des mesures concrètes que l'on souhaite voir appliquées. Non, mais moi j'étais plus, même pendant le NFP, c'est ce qu'on disait. C'est plus facile d'avoir 10. Et là-dessus, je suis d'accord avec Tondelier d'ailleurs. Je suis d'accord avec Sandrine Rousseau. Plutôt qu'avoir un programme ultra détaillé. Alors, c'est sûr, ça fait sérieux. C'est l'idée, hein. L'idée du programme, c'est que ça fait sérieux. Vaut mieux avoir 10 mesures fortes. 10 mesures fortes, concrètes, simples, qui s'inscrivent dans la matrice de l'horizon que tu te fixes. Là-dessus, moi, je suis assez d'accord.
Et en vrai, c'est un peu toujours ce qui se passe, hein. Il y a toujours, tu ne mets jamais en avant toutes les mesures de ton programme. Non mais Trump, il dit un truc le matin, il dit le contraire le soir, au bout d'un moment. Ouais, le SMIC à 1600, maintenant c'est le SMIC à 1700. Vaut mieux quelques mesures simples, efficaces, compréhensibles. Après, c'est bien d'avoir le programme en disant, bah, il y a un programme, t'as qu'à aller le lire. Pour moi, le programme, t'as qu'à aller le lire, c'est comme tu t'es fait avoir sur le contrat et pourtant il y avait les petites conditions d'utilisation en petits caractères, hein. Tu pouvais aller le lire, c'est là, hein. T'as cliqué sur accepter, hein. On sait très bien que on vote pas vraiment pour un programme, on vote vraiment pour une personne et on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance, notamment sur la boussole qu'il suit quoi, qu'il a quoi. Et c'est un peu, alors en plus c'est fou parce que c'est un peu ce que fait la France Insoumise malgré tout. La France Insoumise chaque année ils font un document un peu synthétique de la ligne politique qu'ils vont suivre dans l'année. Et c'est des trucs de stratégie politique. Typiquement, c'était de dire bah là, comme Emmanuel Macron va être forcé de démissionner, ou comme Macron va redissoudre, bon, aucun des deux ne s'est passé, hein, il faut qu'on aille chercher des signatures pour que Mélenchon puisse se représenter. Et ce serait le scénario idéal, comme ça les autres, ils n'auraient pas de candidat et ils seraient obligés de voter pour nous. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé finalement. Mais bon, c'était l'idée. Et les filles, au moins, ils bossent. Ah, il y a des livrets thématiques, c'est sûr. Non, mais moi, je dis pas. Enfin, je dis juste que c'est bien de l'avoir. Mais je suis pas sûr que ce soit la réponse à tout, quoi. Une élection présidentielle, surtout une élection présidentielle comme celle-là, qui va clairement être une élection parasociale, qu'on se le dise, celui qui gagnera ne sera pas celui qui aura mis le plus d'énergie dans le programme. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura la meilleure tronche et qui parlera le mieux aux petits vieux. Voilà, vraiment. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Pas de Le Pen Bardella au second tour. Non, non, le second tour, ce sera Bardella Philippe. T'inquiète. Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de sondages. On va peut-être en avoir un là au mois de mai. Je pense qu'au mois de juin, il y a la Coupe du Monde. Donc on va vachement moins l'entendre parler. Et durant l'été, il se passe jamais rien. La vie politique va reprendre mi-septembre. Voilà. Ah, mais je n'oublie pas du tout que les gens ils votent au dernier moment pour le gars qui a la meilleure gueule. Or, ça, t'inquiète pas. Que je n'oublie pas, puisque j'en connais plusieurs qui votent au dernier moment. Je sais pas, j'hésitais entre machin et truc. Bon, finalement, j'ai voté machin parce que il avait une meilleure gueule. Moi, ça, vous inquiétez pas que je ne l'oublie clairement pas. C'est pour ça que moi, les arguments. En fait, il y a une grosse part du corps électoral qui ne vote pas rationnellement.
Et donc considérer que si jamais on répond aux intérêts de classe des gens, ces gens vont automatiquement voter pour nous, c'est se fourvoyer. C'est vraiment se fourvoyer. Fait penser à un méta Reddit là, qu'il y a eu récemment d'un mec qui disait qu'il était petit patron, qu'il avait marre de la gauche et qu'en fait il se rendait pas compte que la gauche marre de la gauche qui veut tout le temps taxer le patronat alors qu'en fait les mesures qu'il dénonçait étaient clairement des mesures. En fait, ce qu'il dénonçait, c'était un monopole des grandes entreprises et pas assez de subventions des petites entreprises, ce qui est dans le programme de la France Insoumise. Subventionner les petites entreprises, vraiment. Peu importe. Bon, voilà, c'est les petits patrons, par positionnement et par autopositionnement, votent, un peu comme les agriculteurs il y a un siècle, pour la bourgeoisie, contre leurs intérêts. Je pense que les gens sont plus politisés depuis la dissolution. Autour de moi, il y a surtout des gens qui en ont marre. Autour de moi, j'ai eu cette discussion avec un pote il y a 2 jours, qui votait plus, qui a voté pour la dissolution, et qui m'a dit vas-y, à quoi ça sert que j'aille. Il m'a dit, c'est ça, il m'a dit vas-y, à quoi ça sert que je retourne voter. J'ai voté pour la dissolution, avec la dissolution, alors que ça faisait 20 ans que j'ai pas voté, ça n'a servi à rien. J'ai signé la pétition du plomb, j'ai signé la pétition loi Yadan, ça n'a servi à rien. Il m'a dit à chaque fois que je me dis allez, quand même, c'est important, je me bouge là, je m'y mets, à chaque fois, ça sert à rien. Il m'a dit il faut mieux que j'arrête. Donc, pas quoi lui dire, je comprends. Qu'est-ce que ça lui coûte d'aller voter? Il y a, je sais pas, il y a plein de gens autour de moi qui ne votent plus. Donc, la plupart des gens que je vois au quotidien, à Fougères, ne votent pas. Je sais même pas s'ils sont encore inscrits sur les listes. Ils ne votent juste pas. Ils sont engagés, ils peuvent être engagés dans les associations politiques, ils peuvent avoir un discours très politisé, ils peuvent suivre la politique de très près, mais ils ne votent plus. Ils ne votent plus du tout. Euh, Et c'est des gens qui sont, c'est des anarchistes ou des trotskistes. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne savent. Et à côté de ça, j'ai aussi des gens qui ne votent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a des élections. Tu connais Rial Myope, embrasse-le pour moi, je l'adore. Ouais, c'est ça, bah, je vais faire ça, bien sûr. Les anards qui votent pas logique. En fait, ils sont en mode, moi, les dernières personnes pour qui j'ai voté, c'est Besancenot. Euh, Depuis, ils nous font tout chier. Lui, il tenait la route. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il faut voter. Moi, pour les municipales, j'ai un pote. Il croise sa daronne dans la journée. Et il demande à sa daronne si elle a déjà été votée. Il lui fait il y a les élections aujourd'hui? Je dis, mais genre, ça en parle de, tous les jours, tout le monde en parle depuis 2 semaines. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ne votent plus aussi. Et qui ne voteront plus avant un moment, je pense.
Peut-être ils iront voter à un référendum. Moi, depuis que je suis en âge de voter, je n'ai jamais connu le référendum. Référendum sur l'immigration, programme du RN, ouais, ce qui n'a aucun sens. Je comprends même pas. Je comprends même pas le principe. En tout cas, je préfère cette nouvelle image à l'ancienne image de stream. Je la trouve plus sympa, cette nouvelle DA. Qui n'a pas beaucoup changé. Hein. Bon. On dirait que t'es sur un toile. Ouais. Par contre, ça fait mal au décodage. Mon PC charbonne. Ah bon? Je comprends pas pourquoi. Je vois pas ce que c'est censé changer ton encodage. Je vois pas bien le rapport. Cause des effets de particules. Il n'y a pas d'effet de particules. Tu parles du bruit sur l'image? Oh! Tiens, je vous envoie chez Arte. Désolé, hein, j'arrête d'un coup là. Un petit coup de fatigue, je vais aller me foutre dans le canapé, moi. Je reste chez Arte, c'est au Euroguesseur. Le camping est-il politique?